Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Zambie, les électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi 12 août, un scrutin serré qui se joue entre le président sortant, Edgar Lungu, et l'opposant, Hakainde Hichilema. La société postale congolaise tente de se redresser, un contrat a été signé avec une compagnie britannique qui devrait permettre le développement de son réseau de fibre optique. Et puis l'Afrique centrale compte désormais 800 000 km² d'espaces protégés, une amélioration qui révèle une meilleure gestion de la biodiversité dans la sous-région. Mais d'abord, à Madagascar, le président Andry Rajoelina suspend l'ensemble du gouvernement. Seul le Premier ministre Christian Tsai échappe à ce remaniement ministériel survenu ce 11 août. Lors d'un discours télévisé le 8 août dernier, Andry Rajoelina avait donné 3 jours au ministre pour mettre en place des réformes économiques afin de limiter l'inflation. Il avait également déclaré que des hauts politiciens sont impliqués dans la tentative d'assassinat contre lui le 21 juillet dernier. En Zambie, 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire leur président. Ils devaient choisir entre le président sortant, Edgar Lungu, et le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, qui se présente pour la 6e fois. Selon des sondages, la popularité de l'opposant historique serait en hausse, notamment dans la capitale, Lusaka. Wilfred Yamou. Le principal opposant du président Edgar Lungu, Hakainde Hichilema, chef du Parti uni pour le développement national, se présente pour la 6e fois à l'élection présidentielle en Zambie prévue ce 12 août 2021. Surnommé HH, cet homme d'affaires autodidacte de 59 ans qui a perdu de justesse les élections de 2016 a formé des alliances avec d'autres partis qui menacent de renverser le Front patriotique au pouvoir, un véritable potentiel pour l'opposant à ce scrutin. La Zambie aujourd'hui est à la croisée des chemins et le président Edgar Lungu le sait très bien que son mandat a été marqué par la corruption et bien souvent par la mauvaise gouvernance, et ce qui semble être aujourd'hui le terrain fertile pour l'opposant pour pouvoir déstabiliser le mandat et le régime de Edgar Lungu, car les failles de son mandat restent sur la question de la gouvernance. Et aujourd'hui, la jeunesse zambienne, en grande majorité dans les grandes villes, aspire un changement à travers ce scrutin. Donc voilà autant d'enjeux que nous pouvons détecter par rapport à ce scrutin du 12 août qui va opposer deux mondes, le monde essentiellement rural qui soutient encore Edgar Lungu, dont l'héritage politique vient notamment du mandat de Kenneth Kanda, et vous avez les grandes agglomérations qui soutiennent alors l'opposant Hichilema. Réclamant du changement, des dizaines de Zambiens ont chaleureusement accueilli le dépôt de la candidature du principal opposant Hakainde Hichilema en mai 2021. Derrière Hichilema, les partis d'opposition et des militants ont formé une alliance baptisée l'Alliance UPND pour la Zambie que nous voulons. Dans la cartographie électorale, Edgar Lungu reste soutenu essentiellement par le monde rural, en dehors notamment des grandes capitales, des grandes zones urbaines où l'opposition est fortement présente, avec l'opposant Hakainde Hichilema qui est fortement présent dans ces grandes agglomérations. Et aujourd'hui, le contexte de cristallisation lié à la maladie à Covid-19, avec le déploiement de l'armée zambienne au niveau des différentes agglomérations de la Zambie, il est évident que cette cristallisation peut susciter un climat de méfiance et de peur, ce qui pourrait être favorable au président Edgar Lungu pour qu'il puisse négocier un deuxième mandat. Après avoir fortement contesté les élections de 2016, dénonçant la fraude électorale, l'opposant Hakainde Hichilema avait passé 4 mois en prison pour avoir tenté de bloquer le convoi du président Edgar Lungu. Il avait plaidé non coupable, mais risquait une sentence allant de 15 ans de prison à la peine de mort. Suite aux vives tensions politiques dans le pays, l'opposant a été libéré le 16 août 2017. À Djibouti, le calme est revenu après des heurts ce 1er août opposant des jeunes issus des communautés Afar et Issa, des affrontements intercommunautaires qui restent rares dans le pays. Les précisions avec Kamesh Katapoulé. Le calme après des heurts. À Djibouti, l'heure est à l'apaisement après les violences du début du mois d'août. Le 1er du mois, au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans des heurts qui ont opposé des jeunes issus des communautés Issa et Afar. Des incidents considérés comme rares. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouassane, avait alors évoqué des événements d'une ampleur nouvelle. Je voudrais tout d'abord exprimer toutes mes condoléances aux familles et à leurs proches qui sont aujourd'hui dans la douleur en raison des êtres qu'elles viennent de perdre et que la conscience collective condamne bien évidemment. Bien que les faits exceptionnels qui se sont déroulés à Djibouti sont contraires à notre perception de valeurs communes, il nous appartient aussi, il faut le dire, d'apprécier l'irresponsabilité de certains pyromanes de l'opposition et autres qui tiennent à spéculer sur la mort
de nos compatriotes. Malheureusement, une telle jouissance leur incombe indéniablement car être responsable politique suppose avant tout, me semble-t-il, de rassembler les Djiboutiens, notamment dans de telles circonstances, et non les diviser. Si les violences de ce type sont rares dans ce pays de la Corne de l'Afrique, le risque d'un regain de tension est bien réel. Et pour cause, la situation au Tigré reste tendue. Et le conflit semble actuellement s'étendre à la région éthiopienne de l'Afar, où les membres de l'ethnie du même nom y sont majoritaires. Une région frontalière à Djibouti, où vivent également les communautés Afar et Issa. Mais le pouvoir djiboutien se veut rassurant. Mais aujourd'hui, et je l'affirme, les projets expansionnistes qui consistent à ébranler la République et notre coexistence a échoué. Et grâce en tout premier lieu à la vigilance certaine du président de la République et à l'intelligence aussi des Djiboutiens, sans omettre bien sûr, et sous l'impulsion du chef de l'État, les travaux considérables de nos forces de l'ordre qui ont protégé tous nos concitoyens et sécurisé la République dans l'objectif de continuer à garantir l'état de droit dans une telle épreuve. Il faut rappeler également qu'aujourd'hui, le chef de l'État n'épargne aucun effort et qu'à travers le gouvernement, il met tout en œuvre pour non seulement continuer à fédérer les Djiboutiens, mais surtout à assister, à accompagner, à aider sur tous les plans tous nos compatriotes victimes de la folie d'une minorité. Face à ce risque d'embrasement, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a prôné l'unité à l'occasion de ce nouvel an musulman. Le chef de l'État a appelé au développement du pays sous le signe de la cohésion et de la concorde nationale. Les exportations au Zimbabwe ont augmenté de 9,5% en mai dernier. En un mois, elles ont atteint plus de 480 millions de dollars contre 444 millions en avril 2021. Une progression liée principalement à la hausse des revenus du tabac. Les précisions de Milfred Yamou. Le Zimbabwe connaît une hausse de ses exportations. En mai 2021, ce pays d'Afrique australe a enregistré une progression des exportations de l'ordre de 9,5% pour des recettes totales de 486,8 millions de dollars contre 444,7 millions de dollars générés au mois d'avril 2021. Une amélioration attribuée à la saison de commercialisation du tabac, l'une des principales cultures de rente et source d'emploi dans le pays. La progression des exportations était due à une hausse des revenus du tabac après le lancement de la saison de commercialisation du tabac en avril. Avec l'ouverture de la saison commerciale du tabac 2020-2021, les exportations de tabac ont grimpé à 21,8% en mai 2021 contre 9,1% en avril 2021. Selon les données publiées le 9 août 2021 par l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, les principales exportations en mai concernaient les mats, minerais et concentrés de nickel, ainsi que l'or semi-ouvré, ce qui représentait 54,7% des revenus d'exportation totaux. Les exportations du Zimbabwe ont fortement augmenté, passant à près de 486 millions, soit presque une hausse de près de 10% entre le mois d'avril et le mois de juin. Je pense que cela s'explique par une hausse de l'activité et peut-être des efforts du gouvernement zimbabwéen de relancer l'activité en injectant en injectant de l'argent dans les infrastructures publiques afin de relancer l'activité et faire effet contagion. Je pense que cela est dû au fait qu'il y a une moindre pandémie et donc les activités reprennent et la relance et la croissance est de retour et donc les activités des entreprises sont performantes et arrivent à exporter des produits. Donc je pense que c'est ce qui explique la recrudescence de la croissance et le retour des exportations et cette hausse de quasi près de 10% à l'espace de quelques mois au Zimbabwe. Donc je pense que cela va permettre de relancer non seulement la croissance économique du Zimbabwe mais aussi des activités économiques source de bien-être. Malgré une légère augmentation des importations de 2,6% pour atteindre 503,1 millions de dollars en mai contre 490,1 millions de dollars en avril 2021, le déficit commercial du pays s'est contracté à 16,2 millions de dollars contre 45,5 millions de dollars en avril 2021. Et dans l'actualité également, au Nigeria, après 2 mois de suspension, le réseau social Twitter devrait être bientôt rétabli. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement ce mercredi. Le réseau social avait été bloqué dans le pays 2 jours après avoir supprimé un message du président Muhammadu Buhari. Twitter a confirmé avoir récemment rencontré le gouvernement nigérian pour trouver un accord.
Le gouvernement avait annoncé le 4 juin 2021 suspendre Twitter pour une durée indéterminée. Le réseau social est accusé d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérian. La société congolaise des postes et télécommunications a signé un contrat de 35 millions de dollars avec une firme britannique, un investissement pour le développement de son réseau de fibre optique. Ce contrat devrait permettre de relancer la compagnie postale congolaise. Jacques Amboka. Jadis pilier de la société par son service assurant échange des courriers entre les personnes, sociétés et institutions, la société congolaise des postes et télécommunications est à ce jour l'ombre d'elle-même. Une situation qui a poussé la plupart des Congolais à choisir le mode qu'ils qualifient de direct et sûr quant à l'envoi de leur courrier. Ça n'achemine pas comme il le faut. Le colis, très souvent on se renseigne sur les déplacements d'une personne proche qu'on connaît. Soit si la personne va aller, si c'est un courrier qu'on veut envoyer, si on connaît une personne proche qui va voyager, alors on envoie carrément pour que ça soit un peu trop direct. Face à la léthargie constatée, les autorités de la poste congolaise s'activent pour donner un nouvel élan à cette société publique. Il y a quelques semaines, un partenariat avec une firme britannique a été signé. Pour une enveloppe de 35 millions de dollars, ce partenariat va améliorer la prestation de cette société créée en 1885. Et l'impact est réel. En moins d'un an, vous allez avoir un réseau de télécommunications publiques avec l'accès, vous aurez des numéros fixes dans les maisons, avec la téléphonie, l'internet, la télévision directement. Donc je peux dire que l'impact sur la vie économique, ça va booster notre économie numérique, ça va booster les communications, ça va booster l'entrepreneuriat, beaucoup de choses. Avec 5 services, notamment la poste traditionnelle, la messagerie express MS, le service financier, la télécommunication et télécommunication par fibre optique, la poste congolaise nécessite une attention particulière de l'État. Dans un contexte où la plupart des échanges, même entre les institutions, échappent à la poste, l'on peut facilement comprendre que la poste congolaise ne joue pas pleinement son rôle, estiment les observateurs. Les espaces protégés de l'Afrique centrale sont de plus en plus vastes. Leur superficie a doublé en 20 ans, atteignant près de 800 000 km² actuellement. Des efforts salués par la Commission des forêts d'Afrique centrale, mais des améliorations dans la gestion des aires protégées sont encore possibles. Nathalie Mo. Le couvert végétal de l'Afrique centrale est ouvert. La Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, a indiqué que les surfaces protégées de la sous-région ont augmenté en termes de superficie. Ainsi, les aires protégées représentent actuellement près de 800 000 km², soit environ 15% des territoires terrestres. Ce rapport est a été une volonté des États de pouvoir évoluer vers la prise en compte de la conservation, de la gestion durable des aires protégées. C'est un rapport qui donne des éléments de prise de décision aux décideurs. En Afrique centrale, les aires protégées ont doublé en nombre et en taille depuis 20 ans. C'est la traduction d'un engagement de plus en plus croissant des États de l'Afrique centrale en faveur de la conservation de la biodiversité. Les actions sont saluées par la COMIFAC, mais des améliorations sont nécessaires. Aujourd'hui, on a autour de 200 aires protégées avec une superficie de 800 000 hectares. C'est impressionnant, mais ça traduit également effectivement la volonté des États à s'engager pour la conservation et de pouvoir conserver effectivement l'environnement. Les espaces protégés d'Afrique centrale sont principalement menacés par l'exploitation pétrolière et minière. Des chiffres de l'Observatoire des forêts de l'Afrique centrale révèlent que 50% des surfaces protégées sont déjà destinées à l'exploitation pétrolière et 10% à l'exploitation minière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.